templière faisait office de relais entre le siège de Tortosa et les autres défenses du royaume des chrétiens. Mais à seulement 42 km de là, se dresse l'un des fleurons mondiaux des châteaux forts, le Krag des Chevaliers, bâti pour résister aux plus violentes attaques. Laurence d'Arabie a dit de lui qu'il était le plus beau château du monde. Doté d'un premier mur d'enceinte de 30 mètres d'épaisseur et de 7 tours de garde de 9 mètres de diamètre, ce château était pratiquement imprenable. En 1142, cette forteresse accueille les Hospitaliers, un ordre religieux militaire voué notamment au service des pèlerins et semblable à celui des Templiers, tout en lui faisant concurrence. Son emplacement stratégique lui permet de défendre les principales routes commerciales traversant la région. Par là-bas s'étend la longue vallée avec sa route principale. Comme au Moyen-Âge, c'est toujours cette route qui relie les villes de l'intérieur des terres à la côte. Des villes qui étaient au temps des croisades les centres du pouvoir islamique, alors que la côte restait sous l'influence des croisés. Au XIIe siècle, Hospitaliers et Templiers unissent leurs forces pour défendre ce vaste territoire. C'est une opération militaire de très grande envergure. David Nicole a voulu savoir quelle était l'organisation de ces chevaliers et comment ils entretenaient leur indispensable monture, le cheval. Nous visitons avec lui les écuries du Krag des Chevaliers. Nous sommes ici dans la première et la plus petite des deux écuries de la forteresse, qui est tout de même très spacieuse. Ces magnifiques ouvrages voûtés accueillaient jusqu'à 1000 chevaux. C'est là qu'en quelques minutes, ils étaient harnachés et partaient en bataille. On les imagine ici mâchant bruyamment leur mort, tout aussi impatients que leurs cavaliers de sortir de l'obscurité et de s'élancer au combat. Des montures à qui l'on confie aussi la tâche de convoyer armes, nourriture et hommes entre le château et l'extérieur. Aussi, les architectes du Krag des Chevaliers ont-ils dû trouver le moyen de faciliter aux chevaux l'accès très raide à la forteresse. Leur solution, de longues marches légèrement inclinées, pour éviter les difficultés d'une pente continue. En atténuant l'inclinaison du terrain, ces marches en pente douce facilitaient l'ascension des animaux. Mais bien entendu, le sol ici était en permanence mouillé, glissant et recouvert d'énormément de crottin. La rapidité de déplacement des garnisons dans le château est tout aussi capitale, en particulier en cas d'attaque. Nous sommes ici en plein cœur du colossal mur d'enceinte du Krag. Cette galerie secrète, courant dans l'épaisseur du mur d'enceinte extérieur, permettait aux chevaliers de se déplacer discrètement d'un bout à l'autre du château lors des assauts. Il fallait que l'existence de ce corridor reste inconnue de l'ennemi. Imaginez l'effervescence ici pendant l'assaut du château. Ça devait courir dans les deux sens pour approvisionner les arbalétriers en flèches, en eau et en nourriture, et pour secourir les blessés. Pendant un siège, l'intérieur de ces forteresses débordait d'activité. Des chevaliers en poste non seulement derrière leurs meurtrières, mais aussi sur les machicoulis. Ces galeries construites en encorbellement au sommet des murailles et qui, par leurs ouvertures verticales, permettaient de lancer des projectiles divers. Un système très ingénieux, visant à empêcher qu'on ne creuse des tunnels. L'idée était de se placer le plus possible à la verticale de l'ennemi pour lui jeter les pires choses, comme de l'eau bouillante, puisque l'huile bouillante était trop coûteuse pour qu'on la gâche. Je vous montre. Vous allez voir que balancer des seaux d'eau bouillante sur la tête de l'ennemi creusant en contrebas, ça devait être très efficace. Et c'était cuit. Mais le plus bel exemple d'architecture militaire médiévale au Krag des Chevaliers reste son mur d'enceinte pyramidal autour du donjon principal. Ce glacis de pierre, ou talus incliné, empêchait l'ennemi d'attaquer la maçonnerie des tours. Ces avancées étaient faites de telle sorte qu'en y pénétrant, elles s'effondraient sur vous. Malgré la qualité de ce réseau de fortifications, en 1187, les événements tournent à la défaveur des Templiers.
S'emparant des villes chrétiennes l'une après l'autre, leur ennemi, Saladin, progresse en Terre Sainte. Il finit par prendre Jérusalem. En quelques mois, son armée arrive aux portes de Tortosa, abritant le quartier général des Templiers. La ville tombe, mais les chevaliers parviennent à se réfugier dans le château. Les Templiers doivent absolument se ressaisir, en commençant par reconstruire leurs fortifications. David Nicholl part ici à la recherche de vestiges de ses travaux de renforcement de la ville. Regardez, cette diagonale est un indice magnifique. Je peux à peu près vous certifier que cette ligne marquait la limite du glacis de pierre qui entourait la base de cette tour comme un contrefort. Ce talus doit permettre à Tortosa de résister à l'ennemi qui s'efforcerait d'affaiblir la structure de ses murailles. À l'intérieur, David Nicholl fait une autre découverte. Les vestiges montrent que la partie intérieure du donjon, renfermant l'armurerie et le réservoir d'eau, a été renforcée sur son pourtour par des fortifications ultérieures. Ce que les Templiers ont fait, c'est qu'ils ont construit ce rajout à l'extérieur. Ils ont renforcé toute cette partie en l'élargissant considérablement. Et de l'autre côté, par ici, nous avons la mer. À partir de ce moment-là, ils ont pu bénéficier d'une structure effectivement extrêmement résistante. La simulation informatique montre comment ont été bâtis les renforts du donjon de Tortosa. Ce deuxième mur a permis de créer un passage où archers et arbalétriers pouvaient se cacher pour défendre les fortifications intérieures. Voilà comment, combiné au talus, le donjon du château de Tortosa est devenu imprenable. Mais malgré ces systèmes de défense inédits, les Templiers ne résistent pas à la puissance colossale des forces musulmanes déferlant pour les chasser de Terre Sainte. Ainsi, à la fin du XIIe siècle, tous les châteaux des Templiers sont tombés, à l'exception de celui de Tortosa. Privés de leur réseau de forteresses, les Templiers voient leur sort scellé. Réalisant que tout est perdu, ils se replient vers la petite île de Rouad, à 3 km de Tortosa, qui, après avoir fait fonction de refuge transitoire, servira de tête de pont à leur débarquement final. S'attarder à Tortosa était devenu inutile et dangereux parce qu'ils ne pouvaient plus la défendre. Alors en août 1291, les Templiers ont embarqué dans leur bateau et se sont enfuis. De Rouad, les Templiers naviguent donc vers Chypre. Ils en font une base sûre où se regrouper pour préparer leur débarquement visant à reprendre Tortosa et son château. C'est là qu'ils construisent la flotte destinée à débarquer leur garnison de chevaliers sur le continent. Les chevaux joueront un rôle essentiel dans l'attaque. Aussi, chacune de ces embarcations est conçue pour transporter jusqu'à 30 montures. Mais 160 km de mer séparent Chypre de Tortosa. Et le transport de ces bêtes sur une telle distance est un véritable défi. Les chevaux souffrent du mal de mer, exactement comme nous. Mais à la différence des humains, ils ne peuvent pas vomir. Et c'est bien là le problème. Lancer l'assaut à dos de chevaux malades serait courir à la catastrophe. Aussi, les Templiers doivent-ils trouver un lieu d'étape pour les faire se reposer. Le très utile îlot de Rouad s'impose alors comme une tête de pont. Rouad a servi de relais pour laisser les chevaux reprendre des forces après le voyage depuis Chypre. Après quoi, on les a rembarqués pour les 3 km restants afin qu'ils livrent bataille dans de bonnes conditions. Ainsi, les Templiers s'élancent-ils en l'an 1300 vers l'îlot de Rouad. À bord de leur navire, 120 chevaliers et 500 archers fourbissent leurs armes. Les Templiers sont revenus ici en force pour en faire une tête de pont afin de reprendre Tortosa puis de regagner tout le territoire perdu. Car le seul territoire dont les Templiers disposent encore à travers toute la Terre Sainte
est ce modeste caillou d'à peine 1 km². Vous imaginez la frustration de se retrouver sur ce petit lopin de terre, après avoir possédé sur la côte et dans l'arrière-pays la ville de Tortosa, son château et sa basilique, le Krag des Chevaliers, le Chastel Rouge, le Chastel Blanc. Et après les avoir abandonnés aux mains de l'ennemi, finir par se retrouver sur cet îlot à peine plus large que la cité fortifiée de Tortosa. Mais en 1302, la situation se dégrade pour les chevaliers de l'ordre du Temple. S'étant aperçus du regroupement des garnisons sur l'île de Rouad, les forces musulmanes leur lancent une attaque amphibie. L'ennemi a débarqué à 2 endroits. Il a attaqué l'infanterie, puis il a conduit de force les Templiers dans un château de l'île, probablement celui-ci, en les séparant de leurs soldats. Tout ça après un impitoyable combat de rue dans ces allées étroites pour s'emparer des maisons l'une après l'autre. Réalisant leur défaite, les chevaliers se rendent, abandonnant ainsi leur tout dernier territoire à l'ennemi. Ainsi prend fin l'épopée extraordinaire des Templiers comme défenseurs de la Terre Sainte. De retour en Europe, ils doivent rendre compte de cette défaite. Leur vocation consistait à défendre les lieux saints, mais ils avaient échoué. Depuis 2 siècles, beaucoup de gens avaient investi leur fortune dans cet ordre pour s'assurer la protection des sites chrétiens, mais c'était un fiasco. Leur prestigieuse réputation est anéantie. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France Philippe IV le Bel ordonne leur arrestation. Il les a accusés d'avoir renié le Christ et d'avoir craché et uriné sur la Sainte Croix. Il les a aussi accusés de pratiques homosexuelles et d'avoir adoré des idoles et des crânes. On exige de connaître leurs mystérieux rituels, notamment ceux des cérémonies initiatiques tenues à huis clos, où les nouveaux chevaliers juraient fidélité à la confrérie. Des bruits couraient sur ce qui pouvait se passer derrière ces portes fermées. Car si ces cérémonies n'avaient rien de malsain, si elles respectaient la foi chrétienne, pourquoi étaient-elles secrètes? Des choses horribles et obscènes devaient s'y dérouler, disait-on, car il n'y a pas de fumée sans feu. Les Templiers se voient alors arracher des aveux sous d'atroces tortures. Un document de l'époque rapporte qu'un prêtre templier a eu la plante des pieds brûlée à petit feu, jusqu'à ce que ses pieds carbonisés tombent d'eux-mêmes quelques jours plus tard. D'autres templiers ont été hissés jusque sous les plafonds des donjons, avec des poids attachés à leurs pieds ou à leurs parties intimes, pour être ensuite lâchés d'en haut. Souffrant le martyre, les victimes confessaient tout, de l'adoration d'idoles à la pratique de la sodomie. Aujourd'hui, chacun sait que les tortures permettent de faire avouer n'importe quoi. Ce simple constat amène les historiens à douter du fondement des accusations émises contre les Templiers. Entre avril 1312 et mars 1314, tous les Templiers de France sont remis aux inquisiteurs et l'ordre est supprimé par une bulle papale. Leur dernier grand maître, Jacques de Molay, est brûlé vif sur l'île de la Cité, à Paris. La chute d'une organisation aussi puissante favorise inévitablement le développement de thèses du complot. Le mythe le plus tenace concernant les Templiers est celui de leur quête du Saint Graal. Cette légende restera probablement celle captivant le plus l'imagination des Occidentaux. Pourtant, rien dans les interrogatoires n'y fait référence. Si les Templiers avaient eu le Graal entre leurs mains, le sujet aurait forcément été abordé dans les procès, mais ça n'a jamais été mentionné. Depuis la destruction au XVIe siècle des documents des Templiers par les invasions turques, un sulfureux parfum de mystère continue de flotter sur leur ordre. L'obsession des Templiers pour les choses secrètes, tout comme leur intérêt pour les reliques et les rites ésotériques, tout cela a joué contre eux. Ces héros de la chrétienté sont soudain tombés en disgrâce. Qui n'a jamais entendu parler des chevaliers de l'ordre du Temple, ne serait-ce que pour l'aura de mystère baignant leur épopée? Nul ne doit oublier que leurs remarquables forteresses ont défendu la Terre Sainte pendant 2 siècles. Autant de vestiges qui continuent de se désagréger, laissant craindre que seul le mythe prestigieux des Templiers survivra à leur disparition.